serons là. Et nous y arriverons tous ensemble. Vive la République et vive la France. Et voilà, déclaration à l'instant en direct sur Sud Radio d'Emmanuel Macron, plusieurs annonces. Le reconfinement donc, reconfinement national à partir de demain, jeudi minuit jusqu'au 1er décembre. Les écoles resteront ouvertes, le travail va continuer mais le télétravail sera généralisé. C'est le grand retour de l'attestation, hein, évidemment. On devra faire une attestation si jamais l'on va faire ses courses, si jamais on se rend chez le médecin, dans les pharmacies, si on doit visiter une personne vulnérable. Alors le travail va continuer, c'est pour ça que le guichet des services publics resteront ouverts. Pas de réunions privées, pas de déplacement d'une région à l'autre. Pour les commerces non essentiels, malheureusement, bien durant 15 jours, ils vont rester fermés. Le chef de l'État fera une réévaluation en fonction de la circulation du virus pour savoir s'il rouvre ou pas dans 15 jours. Donc voilà, Jean-Marie Bordry, bon ben c'est ça, hein. On est reconfiné pour 4 semaines renouvelables. Au moins 4 semaines. Si vous avez bien écouté d'ailleurs, nous pourrons cultiver peut-être l'espoir de fêter Noël en famille. La date butoir, elle est annoncée jusqu'au 1er décembre, mais il y a des objectifs, revenir à 5000 contaminations par jour. Il y aura un point qui sera fait toutes les 2 semaines avec quelques restrictions qui pourront être levées, mais justement, on n'est même pas certain, effectivement, de pouvoir être déconfiné d'ici Noël. Ouais, on s'y attendait, hein, Philippe Bilger, malheureusement. Alors on pensait que ça allait être, quand on dit assoupli, qu'il allait y avoir plus de souplesse, mais finalement, à part les écoles, les collèges et les lycées ouverts, c'est le reconfinement, la duplicité du reconfinement de mars dernier. Même si les modalités changent, on a tout de même l'impression d'entendre le même discours. Le même discours. Hein. Première partie, c'est très clair. Tout ce qu'on ne pourrait pas faire, alors on peut discuter de ça, de tout ce qui l'écarte. Deuxième partie, évidemment, les modalités telles que vous les avez rappelées, Philippe, à l'instant, avec les nuances en disant on a appris d'hier et par conséquent on ne veut pas commettre les mêmes erreurs, on veut assouplir un confinement. Et dernier élément, c'est toujours pareil, un volontarisme démocratique avec les flatteries sur la responsabilité des Français, mais ça va être encore une période extrêmement éprouvante. Voilà, allez, on va prendre vos réactions 0826 300 300. Comment vous vivez ce nouveau reconfinement qui a été annoncé? Est-ce que vous êtes opposé ou plutôt résigné? On va se retrouver dans quelques instants. On sera avec nos invités. Fabien Di Filippo, tiens, qui est avec nous, député LR de Moselle. Bonsoir Fabien Di Filippo. Vous êtes avec nous, Fabien? Oui, vous m'entendez? Bonsoir à vous Fabien Di Filippo. On va se retrouver dans quelques instants avec vous pour une première réaction sur cette annonce, hein, le reconfinement généralisé avec la seule souplesse qui sont les écoles, les collèges et les lycées ouverts, les guichets des services publics. On va se retrouver dans quelques instants, édition spéciale sur Sud Radio, l'annonce d'Emmanuel Macron, un reconfinement généralisé de jeudi. Les vraies voix Sud Radio. Reconfinement généralisé mais plus souple à compter de demain, voilà, jeudi minuit, et pour une durée un petit peu plus de 4 semaines, hein, on irait jusqu'au 1er décembre, renouvelable évidemment, puisque Emmanuel Macron nous a dit qu'il espérait que ça s'arrête le 1er décembre et qu'on n'ait pas allé jusqu'aux fêtes de Noël. Plusieurs choses ont été annoncées, confinement donc généralisé, mis à part les écoles, les collèges et les lycées qui resteront ouverts, les guichets des services publics également resteront ouverts. Le travail va continuer, a dit Emmanuel Macron, même si le télétravail sera généralisé. C'est le grand retour de l'attestation comme en mars dernier. Pas de réunion privée, pas de déplacement d'une région à l'autre. Et puis la grande question, c'était les commerces non essentiels. Vont-ils fermer? Vont-ils rester ouverts? Eh bien, pour le moment, et malheureusement pour eux et pour l'économie, ces commerces non essentiels resteront fermés pour au moins 15 jours, hein, puisqu'on va réévaluer la situation dans une quinzaine de jours et voir si on peut les rouvrir ou pas. Fabien Di Filippo est avec nous. Bonsoir Fabien Di Filippo. Bonsoir. Député LR de Moselle, on est avec Jean-Marie Bordry, Philippe Bilger pour débriefer donc les annonces d'Emmanuel Macron. Reconfinement donc national, vous l'avez entendu, à compter de demain minuit, alors qu'Emmanuel Macron voulait à tout prix l'éviter. C'était sa ligne rouge, hein, qu'il a franchie donc ce soir. Fabien Di Filippo, première réaction, c'est l'échec de la stratégie du gouvernement, Fabien Di Filippo? Je crois que c'est le bon mot. Quel échec vraiment dans nos vies. Et là, Emmanuel Macron ce soir, chacun a beaucoup d'humilité. Malheureusement, il ne s'applique pas assez parce que on vous entend pas bien, Fabien Di Filippo. Malheureusement, la connexion est mauvaise. Est-ce que vous peut-être... Moi, je vous entends très bien. Pas nous. Voilà, très bien, allez-y, continuez. Parce que vous pouvez bouger un petit peu, Fabien Di Filippo, allez-y. Oui, eh bien,
Il nous appelle ce soir à beaucoup d'humilité. Malheureusement, il ne s'applique pas ce conseil. C'est lui, le 14 juillet, qui a dit avec beaucoup d'aplomb « nous serons prêts » et qui a dit au sortir du confinement que nous retrouvions les jours heureux. Quand il dit que tout le monde est surpris, qu'il y a une baisse des températures, mais dès l'été, on a eu beaucoup de débats, y compris ici avec son gouvernement, où ces choses-là devaient être anticipées. Et dans toute sa première partie de discours, qui effectivement essaye d'être très pédagogique, parfois même un peu pompeux, il se prend lui-même à défaut. Je prends juste 3 exemples. Le premier, sur les places de réanimation. On se rend compte statistiquement qu'elles ont baissé avec les départs en retraite et les démissions. Elles n'ont pas été pérennisées. Toute l'augmentation des capacités de la première vague n'a pas été pérennisée. Il y avait 8 mois pour faire des formations, pour avoir davantage de personnel pour les pérenniser. Ça n'a pas été le cas. Elles ne sont pas prêtes. On a eu un débat au moment de la rentrée sur ce qui se passait dans les transports. Monsieur Djebari, le ministre, nous assurait qu'il n'y avait pas de cluster dans les transports. Et cette semaine, on se rend compte qu'il faut prendre des mesures pour limiter, notamment en Île-de-France, le nombre de transports en commun, parce que ça devient complètement problématique. Troisièmement, et c'est peut-être le pire, et là où on peut lui faire le plus gros reproche, à la rentrée. Déjà un peu au moment de l'été, les jeunes se sont lâchés, mais la rentrée universitaire et les soirées étudiantes, à aucun moment il y a eu le travail de prévention nécessaire ou le holà qui a été mis. Et c'est de là que cette vague qui nous déferle sur le pays aujourd'hui est partie. Et donc ce qu'on veut dire, c'est que quelles que soient les mesures qu'il prend ce soir, elles sont la conséquence de l'échec à anticiper dès cet été, dès le mois d'août, dès le mois de septembre, voire dès le mois de mai, alors qu'on le savait tous. Ouais, Philippe Bilger, vous pensez comme comme Fabien Di Filippo, en partie le gouvernement en partie responsable de ce reconfinement? Je crois tout de même qu'on ne peut pas dire que la gestion de la Covid-19 ait été une grande réussite de la part du gouvernement, même si on présume de ma part sa bonne volonté. Il a fait ce qu'il a pu, mais il n'a pas donné l'impression de maîtriser avec une pensée claire, une action cohérente. Mais monsieur le député, est-ce que tout de même vous pensez que les Français vont être sensibles à l'appel que le président a formulé à la fin en disant « Il s'agit maintenant pour chaque Français d'être responsable et en quelque sorte d'être solidaire avec ce qui va être décidé ». Vous savez, quand il dit ça, Monsieur Bilger, il appelle les Français à se serrer les coudes. Et quand il appelle les Français à se serrer les coudes, moi je pense avant tout aux Français qui vont devoir serrer les dents. Et notamment les entrepreneurs à qui on avait promis des aides qui ne se sont jamais matérialisées sur le terrain, à qui on avait promis qu'ils pourraient reprendre leur activité et qui voient maintenant leur commerce, leur restaurant, leur bar à nouveau fermés et qui ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et eux, ils ne pensent pas à fêter Noël en famille parce qu'ils savent que ce qui les attend d'ici là, c'est le dépôt de bilan. Alors il y a un plan spécial pour les indépendants qui va être fait d'ici quelques jours. On va attendre. C'était déjà le cas sur la première vague et beaucoup nous disent quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait, monsieur le député? J'ai reçu 1 500 € au début, avec plus de 50% de perte de chiffre d'affaires sur la durée estivale. Aujourd'hui, les liquidations judiciaires, elles ont commencé là, à l'automne. Elles ont commencé déjà. Donc, ça va être extrêmement compliqué. Et quand ils se comparent à d'autres pays, j'aimerais ajouter ça, et qui disent ça déferle partout en Europe et c'est partout pareil. Mais l'Allemagne a eu un confinement light, entre guillemets, si vous voulez, c'est-à-dire on serre la vis sur les interactions sociales, mais on essaye de maintenir l'outil économique en état de marche. On voit la différence en termes de niveau de récession et à la fois aussi en termes de niveau de contamination. Donc bien sûr qu'il appelle les Français à la responsabilité parce que aujourd'hui comme hier et encore plus demain, il n'y a que leur sentiment de responsabilité à eux qui vont pouvoir faire qu'on limite les conséquences de cette deuxième vague et que l'économie puisse repartir le plus rapidement possible parce que ça va être dramatique et certainement pas les mesures de M. Macron. Jean-Marie Bordry, c'est vrai que dans plusieurs pays européens qui ont pris de grandes mesures. Par exemple, je pense à l'Allemagne, par exemple, qui a imposé le masque obligatoire dès la fin août et le début septembre. On voit que voilà, même si partiellement, l'Allemagne reconfine aussi aujourd'hui, Jean-Marie. L'Italie aussi avait un port du masque qui a commencé bien avant et de manière beaucoup plus généralisée qu'en France. Et ce qui ne l'empêche pas de faire face, du coup, à une résurgence aujourd'hui, mais certes plus tardive que la France, de l'épidémie et d'annoncer des mesures assez douloureuses pour beaucoup de commerces qui ont entraîné d'ailleurs des manifestations
manifestations, parfois même violentes, massives à Naples, parfois violentes à Turin ou violentes à Milan. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de pays qui sont concernés par la résurgence de cette épidémie et qui ne savent pas tous justement pourquoi et comment ils vont y faire face. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y aura un Conseil européen demain auquel participera le président de la République pour essayer de coordonner. Ce qui peut être une des différences, en tout cas, puisqu'on compare aux pays européens, c'est qu'on aura quand même le droit manifestement de se déplacer à l'intérieur de l'Europe. Ce sont les frontières extérieures de l'espace européen qui, elles, pour le coup, seront fermées, sauf pour les expatriés qui voudront rentrer. Jacques Battistoni va nous rejoindre dans quelques instants, président de MG France, premier syndicat des médecins généralistes. Mais juste avant, j'aimerais avoir votre avis à cette annonce du reconfinement généralisé. 0826 300 300, Laurent est avec nous. Laurent du Périgueux. Salut Laurent. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous Laurent. Alors, votre première réaction, confinement généralisé, assoupli, puisque les écoles, les collèges et les lycées resteront ouverts. Quelle est votre première réaction, Laurent? Résigné, opposé à ce reconfinement? Abattu, si je... Abattu. Ouais, si je fais un petit peu le global, là, oui, abattu, oui, parce que on a oublié l'économie dans tout ça, quoi. C'est bon, on la laisse à l'arrêt, alors que bon, moi je me rappelle Fillon qui en 2012 nous disait que 90% du PIB c'était quand même irrécupérable. Bon, là on va atteindre. C'était la dette, oui. La dette, ouais. Ouais, 117% d'endettement. Et on nous annonce dans les pires des cas jusqu'à 176 au niveau de la Grèce. Donc à un moment, je me dis, est-ce que je rêve ou alors je vais me réveiller peut-être en 2021, voilà. Et les Français se disent la même chose, ils sont pas dupes. Il faudra payer à un moment. Laurent, juste une question. Juste une question pour vous, Laurent. Vous faites quoi dans la vie comme métier notamment Moi, j'étais indépendant et il a fallu que j'arrête pour des problèmes physiques. Donc c'est très très compliqué, parce que bon, de toute façon, pour retrouver quelque chose d'aujourd'hui, tout nous est fermé. C'est le moment le plus difficile. Oui, c'est difficile. Et puis bon, les gens, bon, c'est bien. Faut aussi prendre les gens, pas que pour des cons, parce que dans l'ensemble, si vous voulez, les gens sont pas dupes. Ils voient bien que leur économie se casse la gueule. Ils voient bien que les entrepreneurs qui sont valides aujourd'hui, qui pourraient sauver justement les personnes à risque, c'est ceux-là qui font tourner l'économie. On a inversé les choses. Moi, j'entends beaucoup votre émission. Et ce qu'on a oublié, c'est que le travail l'économie doit passer au-dessus de la santé. Parce que sans économie, il n'y a plus rien. Mais les gens aujourd'hui ouvrent les yeux. Philippe Bilger, Non, mais Laurent, j'ai écouté le président comme vous. Est-ce que vous pensez que la synthèse qu'il voulait faire entre le sanitaire, qui serait l'honneur de la France, et l'économie, est-ce qu'il ne l'a pas réussi? Parce qu'il affirme en même temps qu'il a tiré les leçons pour l'économie de certaines erreurs commises. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? J'en pensais, c'est très factuel. C'est qu'on nous parle de 5 à 10 000 lits, alors que depuis mars, comme disait l'auditeur d'avant, rien n'a été fait. Que c'est la suite d'une politique de 20 ans qui sur 20 ans, je crois, c'est 120 000 lits en moins. Et que, de toute façon, la Chine est capable de faire des hôpitaux en 15 jours. Vous voyez. Mais sur l'économie elle-même... Sur l'économie elle-même, vous n'avez pas le sentiment qu'il a cherché à assouplir un petit peu le confinement rigoureux d'avant? Je veux dire, franchement, non. Le travail va continuer, c'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire les entreprises qui auraient une ambition de mettre tous leurs salariés en chômage partiel, comme ça a été fait en mars dernier. Non, si le travail peut se faire, on fera du télétravail et pas du chômage partiel. C'est ce qu'il a voulu dire. En tout cas, ce sera un des motifs pour lesquels vous aurez le droit de sortir, notamment pour les attestations. C'est la première raison pour vous rendre à votre travail. Alors, juste une précision, Laurent, c'est vrai que la Chine, elle l'a montré, elle a beaucoup communiqué, elle est capable de construire des hôpitaux massivement en quelques jours. Elle est aussi capable d'imposer, sans beaucoup de démocratie, des confinements beaucoup plus sévères et durs qui vous interdisent même de sortir de votre cage d'escalier quand on vous livrait à Wuhan de la nourriture en bas de votre escalier. Elle a été capable de nous l'envoyer. C'est vrai aussi. Merci à vous, Laurent, pour votre réaction. Jacques Battistoni est avec nous. Bonsoir, monsieur Battistoni. Bonsoir. Bonsoir à vous, président de MG France, premier syndicat des médecins généralistes. Alors, Jacques Battistoni, quelle est votre première réaction à ce reconfinement généralisé? Est-ce que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire, Jacques Battistoni? Je ne sais pas si c'était ce qu'il y avait de mieux. En tout cas, c'était la seule chose qu'on pouvait faire désormais face à l'augmentation très très rapide, effectivement, du nombre de cas de contamination et du virus qui circule un peu partout, avec des hôpitaux qui deviennent très très rapidement saturés, et partout en France, comme l'a souligné le président.
Pour revenir, alors, sans polémiquer évidemment, mais pour revenir sur ce que disait Fabien Di Filippo, est-ce que vous pensez que effectivement le gouvernement peut être en partie responsable de ce reconfinement, ou malheureusement ce virus est incontrôlable et quoi que l'on fasse, eh bien l'hiver venant, le virus aurait été là quoi qu'il arrive, comme certains pays européens comme l'Allemagne ou encore l'Italie qui reconfinent. En tout cas, je parle de l'Allemagne, même partiellement, mais elle reconfine. Jacques Battistoni. Oui, malheureusement, quoi qu'il arrive, je pense que la deuxième vague était à peu près inévitable. Plus ou moins forte, on le verra bien, mais on pouvait très probablement, difficilement y échapper. Juste une question, Jean-Marie Bordry, Jacques Battistoni. Emmanuel Macron a dit cette fois-ci on a retenu nos leçons, les leçons de nos erreurs de la première vague. On a les masques, les charlottes, les gants, les blouses, tout le matériel notamment pour le personnel soignant. Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut en stock pour tenir plusieurs semaines, contrairement à la dernière fois, Jacques Battistoni ? Oui, on a toujours des problèmes d'approvisionnement par rapport à certaines blouses, par rapport aux gants, mais pour l'essentiel et notamment pour les masques, on a ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ça, c'est un problème qui est résolu. Autre chose, les visites en EHPAD seront toujours autorisées, mais avec un protocole sanitaire strict. Est-ce que ça vous paraît réaliste ? Est-ce qu'on peut aller rendre visite à sa mamie ? En sachant qu'il y a des patrons, des directeurs d'EHPAD qui ont demandé à reconfiner aussi les EHPAD. Est-ce qu'on peut aller à l'EHPAD voir sa mamie sans prendre le risque de refiler le coronavirus à toute la maison ? Alors, premièrement, oui, il faut pouvoir y aller, parce que c'est vraiment nécessaire pour eux, pour leur santé. Et je pense que à quoi ça sert de vivre si vous ne pouvez pas voir vos proches ? Ouais, Par contre, effectivement, il faut des précautions vraiment extrêmement drastiques. Je pense qu'il ne faut pas venir à 3, il faut venir à 1. Il faut limiter certainement les déplacements à l'intérieur de l'EHPAD. Il faut être extrêmement prudent, vigilant au niveau des mesures barrières. Il faut rester à une certaine distance, moyennant quoi on doit pouvoir le faire. Dernière question, Jacques Battistoni. Alors le président Macron évidemment a autorisé les réunions de famille, mais par contre en demandant de porter le masque même à l'intérieur de la maison, en respectant les distanciations physiques. C'est vraiment essentiel, si vous avez un message à faire passer, c'est ce que nous disent beaucoup de médecins, c'est vraiment essentiel de porter même le masque à la maison lorsqu'on est avec notre petite fille par exemple, je pense aux grands-parents. Oui, on sait bien que la majorité des contaminations, très probablement, se font dans le milieu familial. Que pour cela, dès qu'on parle à proximité, dès qu'on mange ensemble, on prend un risque. Donc, je crois qu'il faut pouvoir continuer à se voir, mais il ne faut pas être trop nombreux. Il n'a pas autorisé les réunions de famille. Il a autorisé le fait de pouvoir se voir, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et dans ce cas-là, il faut respecter des mesures barrières de façon à protéger. On voit bien qu'il y a des populations vulnérables. Ces gens-là, il faut les protéger, porter un masque et garder des distances. Philippe Bilger. Jacques Battistoni, le hasard a fait qu'aujourd'hui, j'ai entendu un médecin qui en gros a dit le fait que tous les pays aujourd'hui sont à peu près dans la même situation démontre que tout ce qu'on a voulu mettre en place sur le plan sanitaire durant les vacances n'avait aucun effet et qu'aujourd'hui il ne faudrait s'occuper que de l'économique et du social. Qu'est-ce que vous pensez de cette version ? C'est excessif et donc ça ne peut pas fonctionner. Il y a quelque chose, il faut s'interroger sur la stratégie qu'on a fait durant l'intervalle pendant l'été. On a dit on va tester, tracer, isoler. Je pense qu'on a testé mal, probablement en termes de stratégie. On n'a pas réussi du coup à tracer correctement les chaînes de contamination et on a certainement très mal isolé les personnes qui étaient atteintes, d'autant plus qu'on ne savait pas quelles étaient toutes ces personnes. Il faut qu'on fasse mieux la prochaine fois, quand on va en sortir. Ouais. Merci à vous, Jacques Battistoni. J'aimerais remercier aussi Fabien Di Filippo, député LR de la Moselle, 0826 300 300. Comment vous réagissez à cette annonce donc, du chef de l'État, le reconfinement généralisé, un petit peu plus souple, les écoles, les collèges et les lycées ouverts, mais pour la majorité de ce reconfinement généralisé dans les grandes lignes, Jean-Marie Bordry, c'est la même chose qu'en mars, finalement. C'est quasiment la même chose qu'en mars. C'est quasiment la même chose qu'en mars, avec des objectifs chiffrés, ce qui n'était pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que quand on a été confiné en mars, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait en sortir. Le seul chiffre qu'on connaissait, c'était celui qui était annoncé tous les soirs par le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. C'était le nombre de victimes chaque jour. Là, maintenant, on attend. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est 5000 contaminations par jour. On est à plus de 40 000, on en est extrêmement loin. Dans 4 semaines, ça va être compliqué. Effectivement. Ça va être compliqué. 0826 300 300, on accueille Reda qui est avec nous. Bonsoir Reda. Bonsoir. Bonsoir à vous Reda. Bonsoir. Donc j'appelle pour réagir aux annonces du président de la République. Oui. Et ma première réaction, c'est pourquoi en fait ? Pourquoi ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire avant ? Et pourquoi c'est nous qui devons encore payer cette fois aussi ?
Même si je suis conscient qu'au stade là où on en est, la seule vraie mesure, c'est de reconfiner. Mais au moment où il fallait prendre des vraies mesures, c'est-à-dire quand ils testaient, moi j'ai été cas contact, on m'a contacté 15 jours après. Pour me dire, vous avez été cas contact cette date-là, mais 15 jours après, ça veut dire que j'ai eu le temps de contaminer peut-être tout le monde, tout ce qui était à côté de moi. Ils ont testé, j'ai connu des gens qui venaient des pays dits en zone rouge. Ils les testaient, ils leur rendaient le résultat 3 à 4 jours après. Et entre-temps, ils étaient dans la nature avec tout le monde, etc. Donc à un moment donné, on va payer jusqu'à quand les erreurs du gouvernement. Alors c'est vrai, Jean-Marie et Philippe, c'est vrai que malheureusement les tests, ça n'a pas été une grande réussite. Encore maintenant, on attend énormément pour se faire tester, pour avoir le résultat. L'histoire des cas contacts avec l'assurance maladie qui vous appelle, ça va un petit peu mieux aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a encore un mois, c'était assez compliqué. Et sachant qu'aujourd'hui, comme l'a rappelé d'ailleurs Emmanuel Macron, et ça c'est vrai, comme il y a beaucoup plus de contamination, ça fait encore plus de cas contacts, et là à un moment, il n'y aura même plus assez de monde pour pouvoir appeler tout le monde. C'est un fait. Il l'a rappelé aussi, il a appelé les Français à télécharger massivement l'application Tous Anti-Covid, qui est le nouveau nom de l'application Stop Covid, un peu remise. Je rappelle, 2 millions et quelques de Français avaient téléchargé seulement Stop Covid au début. On est à un peu plus de 4 millions, ça fait une semaine qu'elle a été mise à jour. On n'est encore pas assez nombreux à l'avoir pour qu'elle puisse avoir une chance de marcher, à supposer qu'elle marche. Ouais, donc il a raison quand même Emmanuel Macron. Téléchargeons tous anti-Covid, c'est ça Jean-Marie? Tous anti-Covid, et donnons une chance donc à cette application. On verra bien, en tout cas ça nous permettra de savoir si on a croisé des gens qui ont attrapé le coronavirus, qui est toujours plus utile. Et après tout, ça demande beaucoup moins de données personnelles que Facebook ou Twitter, ces réseaux sociaux sur lesquels la plupart des Français sont d'une manière ou d'une autre aujourd'hui. Ouais, allez, confinement généralisé à partir de demain minuit et jusqu'au 1er décembre, tous confinés, les écoles, les collèges et les lycées resteront ouverts, le travail va continuer, le télétravail sera généralisé, c'est le grand retour de l'attestation, pas de réunion privée, pas de déplacement d'une région à l'autre, les commerces essentiels ouverts, les commerces non essentiels fermés, le chef de l'État a tranché. Quelles conséquences sur l'économie du pays? Pierre Bentata est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, Pierre Bentata, économiste, président du cabinet Rinzen, cofondateur du Cercle de Belém. Pierre Bentata, c'est vrai que les conséquences vont être désastreuses. Nouveau coup dur pour l'économie. On ne compte plus le nombre d'enseignes qui ont mis la clé sous la porte. Alors, le dernier en date, ce sont les magasins Célio. Une centaine de magasins va fermer. On fera les comptes dans 6 semaines, mais ça va être terrible, plus que compliqué, hein, Pierre Bentata. Ah oui, on fera les comptes. En réalité, on fera les comptes lorsque la situation sera vraiment revenue à la normale, que les entreprises devront à nouveau payer leurs impôts et que l'État arrêtera de les aider. Mais on peut déjà être sûr que c'est une catastrophe pour la plupart des secteurs, ou pour la plupart des secteurs dans lesquels le tissu industriel, ce sont des PME et des TPE. On peut s'attendre à entre 30 et 50% de destruction. Ouais. Plus les licenciements, évidemment. Alors ça va se voir d'ici quelques mois, mais bon, vous pouvez avoir déjà un chiffre, un impact sur les licenciements, Pierre Bentata, si on compte les licenciements du premier confinement. C'est compliqué encore. C'est très difficile à voir. D'abord parce que même les effets de la première vague et du premier confinement ne sont pas encore visibles. Parce que tant que vous avez une économie qui vit sous perfusion des finances publiques, on ne peut pas voir. Vous avez des entreprises qui arrivent à survivre, qui arrivent à maintenir un peu une partie de l'emploi, mais dès qu'on va couper les robinets, ce sera fini. Mais on avait déjà estimé au mois de mars à 1 million le nombre de chômeurs qui seraient liés à la première vague. On peut quasiment considérer que là, on sera entre 1,5 million et 2 millions minimum. Juste pour celle-ci Non, au total, courant 2021. Ça, effectivement. D'autant plus, Pierre Bentata, que les semaines qui précèdent Noël, économiquement, elles sont absolument vitales pour l'économie du pays. Tout à fait. Et là, en plus, alors, on va d'abord avoir une baisse de la consommation, on va avoir une baisse de la fréquentation des commerces, mais on va avoir aussi un effet qui sera sur le long terme, qui est qu'on force les gens à changer leurs habitudes de consommation. Et donc, ils vont aller davantage sur le numérique, ils vont aller davantage sur les plateformes. Et une fois que vous avez sauté le pas très souvent, vous revenez plus. Il y a vraiment une dépendance au sentier. Donc, on est en plus en train de vraiment transformer la structure de la consommation dans le pays. Alors, le chef de l'État a promis d'accompagner les entreprises vers la numérisation, mais là encore,
je ne sais pas quelle entreprise va tenter de se numériser pendant ces 6 semaines de confinement, mais là encore, ça va être compliqué, Philippe Bilger. Pierre Bentata, juste une question. Le président a cherché à diffuser un message selon lequel il avait tiré les leçons des précédentes expériences. Sur le plan sanitaire, il nous a indiqué que ce qu'il proposait était la seule voie possible. Est-ce qu'à votre avis, tout ce qu'il a concédé et qui représenterait selon lui un progrès par rapport au passé, sur le plan économique et social, est-ce que c'est cohérent ou pas, à votre avis ? À partir du moment où vous dites que le confinement est nécessaire, on peut dire qu'ils ont fait un effort supplémentaire pour aider les entreprises. Moi, je suis pas médecin. Si tous les spécialistes me disent il faut confiner, confinons. Mais une chose est sûre, c'est que sur le plan économique, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Parce qu'on combine d'abord un arrêt complet de la machine, et là, on nous dit qu'elle va s'arrêter partiellement, mais en fait, quand vous avez des fournisseurs qui eux-mêmes marchent à l'arrêt, quand vous avez des clients ou des fournisseurs qui sont à l'étranger, vous coupez toute la machine économique là. Donc, de toute façon, même s'il y a des aides, ce ne sera pas suffisant. Et le pire, c'est qu'on est en train de créer une situation qui est la même que ce qu'il y a au Japon. À force d'avoir aidé l'économie en la mettant sous perfusion de dépenses publiques, et bien, au bout d'un moment, l'économie ne repart plus. Vous avez une économie qu'on appelle zombie, où une partie des entreprises ne vit que parce qu'on s'endette pour continuer à leur prêter de l'argent pour qu'ils remboursent leurs dettes. Ouais. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On sait déjà qu'on a à peu près 30% des PME aujourd'hui, dans les secteurs les plus exposés, qui sont des entreprises zombies. Donc ça, on va mettre des années à s'en remettre. Allez, Philippe Bilger et juste après Jean-Marie Bordier, avant d'accueillir Marcel Bénézé qui est avec nous, président de la branche des cafés, bar, brasserie. Pierre Bentata, au-delà même de cette tragédie sociale et économique et sanitaire, bien sûr, est-ce que vous iriez jusqu'à dire, pour porter le pessimisme jusqu'à son comble, que ça peut créer de vraies tensions sociales et des antagonismes considérables dans notre société? Oui, évidemment, on sait que les conflits sociaux, on le voit très bien en économie, on sait que les conflits sociaux, ils sont beaucoup plus importants lorsque vous avez un appauvrissement d'une partie de la population. Donc, combiner ça à deux autres problèmes, qui est le nombre de personnes qui vont mettre la clé sous la porte et qu'il y avait encore un peu d'espoir, et potentiellement la vague de suicides qui va accompagner ça, plus le fait que la première fois, il y avait un effet de surprise et que donc les gens essayaient de faire contre mauvaise fortune bon cœur, et que là, ils savent à quoi s'attendre, et que donc du coup, vous allez déprimer toute la population. Oui, on peut être sûr que c'est une vraie casse sociale. Dernière question, Pierre Bentata, on compare beaucoup les nombres de morts, de victimes de contamination d'un pays à l'autre, même si le calcul n'est pas toujours le même. En revanche, l'économie, elle se calcule à peu près partout pareil. Est-ce que la France s'en sort plus mal que les autres pays auxquels on pourrait la comparer ? Non, pour l'instant, c'est difficile à dire, mis à part des pays qui, de toute façon, étaient structurellement bien meilleurs que nous. Par rapport à l'Italie ou l'Allemagne ? C'est difficile, c'est vraiment très difficile à dire aujourd'hui. En revanche, vous aviez déjà un pays qui était dans un vrai marasme et qui recule par rapport à de nombreux pays européens aujourd'hui. Peu importe les indicateurs que vous regardez, la France n'est plus dans le top 5 aujourd'hui. Donc les réformes qu'il aurait fallu mettre en place, elles ne seront pas mises en place. Et donc on peut s'attendre à ce que la situation soit largement dégradée à long terme. Vous parlez des indépendants, Pierre Bentata. Marcel Bénézé est avec nous. Bonsoir Monsieur Bénézé. Bonsoir. Bonsoir à vous, président de la branche café, bar, brasserie du groupement national des indépendants. Alors Marcel Bénézé, voilà, nouveau coup dur pour les restaurants qui devaient fermer à 21h depuis 2 semaines et qui devront donc totalement fermer à partir de demain soir minuit, hein, Marcel Bénézé. Aujourd'hui, si vous voulez, les restaurateurs sont mécontents parce qu'aujourd'hui, on est en train de faire le jeu des GAFA. Eux sont heureux parce que, si vous voulez, tout va se faire, le commerce, déjà tout le commerce en ligne. Les restaurateurs vont être fermés. Il y en a quelques-uns qui pourront faire de la vente emportée. Mais les peanuts, ça représente rien du tout. Ça leur permettra de pouvoir se nourrir et même pas de payer leur personnel. Aujourd'hui, non, je pense qu'on est malheureusement sur une poudrière sociale, hein, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de mes collègues, j'ai une pensée pour tous mes collègues restaurateurs, bistrots, hôteliers et traiteurs, parce que les traiteurs, alors là, c'est fini. Ils attendaient un espoir de rebond, mais là, c'est même pas la peine. Aujourd'hui, on est vraiment... on est KO au tapis, quoi, je veux dire. Alors certains restaurants vont évidemment choisir de... non, ils n'auront pas le choix d'ailleurs, totalement fermés, mais avec le chômage partiel. Le chef de l'État a promis un plan spécial fait pour les indépendants. Est-ce que vous attendez beaucoup de ce plan, Marcel Bénézé, ou pas? Nous, on attend tout de ce plan, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus que ça.
Nous n'avons plus que ce plan, nous attendons tout. Mais quand ça va arriver, parce qu'aujourd'hui, moi je demande qu'il enclenche l'hélicoptère monnaie, il avait d'ailleurs dit dans un discours, et de distribuer, de faire des chèques aux restaurateurs ou d'alimenter, parce qu'aujourd'hui, on a le problème des loyers qui n'est pas complètement réglé. J'avais tout à l'heure un rendez-vous de travail avec un think tank pour trouver des solutions pour ces loyers à la baisse, parce qu'aujourd'hui, le commerce d'hier ne vaut pas celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nos loyers sont plus adaptés par rapport à notre commercialité. Donc on a des points qui sont à régler rapidement. Avec ça, il faut que le gouvernement nous aide à trouver des solutions. Nous, les solutions, on les a. Et de faire des amendements à l'Assemblée nationale et de faire passer des lois pour pouvoir aller à une discussion avec les propriétaires pour la baisse des loyers, parce que sinon on n'y arrivera pas. Ça va être un hécatombe économique, que ce soit dans tout le commerce, la restauration, l'hôtellerie, ça va être, on rendez compte, ces travaux qui ont été entrepris, on n'a plus de touristes, on n'a plus rien. Il y en a pour 3 années avant qu'on se redresse. Et c'est d'autant plus dur pour les restaurateurs qu'à la première vague, ils avaient été stupéfaits par le coup de bambou, justement, de l'annonce surprise d'Édouard Philippe, Premier ministre d'alors, qui disait ce soir à minuit, tout le monde ferme. Personne ne s'y attendait. Là, c'est différent. Une espèce de supplice chinois depuis plusieurs semaines. Alors, vous allez faire ces gestes barrières, ces précautions. Ensuite, à Marseille, vous allez fermer plus tôt, mais alors pas trop tard non plus. Ensuite, à Paris, vous allez fermer, puis partout ailleurs dans toute la France. Et ensuite, vous fermez complètement. Marcel Bénézet, vous expliquez de manière très claire quelque chose qu'on a beaucoup entendu de la part des commerçants, des tenants de bars, de restaurants, à savoir qu'on peut avoir des aides, mais dès lors qu'on ne nous aide pas à payer les frais fixes qui, eux, sont toujours constants et stables, c'est une catastrophe. Tout à fait, parce que le PGE qui a servi le prêt garanti par l'État, qui a servi qu'à payer les loyers pour l'instant et les abonnements, parce que vous avez l'électricité, vous avez le gaz, vous avez le téléphone, vous avez tout ça, en sachant que quand même, quand on ouvre notre entreprise tous les matins, on sait qu'on ouvre à perte depuis le mois de mars, depuis le mois de mai qu'on a réouvert. Le mois de juin, pardon, parce que le mois de juin, qu'on a réouvert, depuis on travaille à perte. Alors bien sûr, on est sous perfusion, mais quand on va nous débrancher, ça va nous faire tout drôle. Hein. On va être complètement mort. Mais déjà, beaucoup ne tiendront pas le coup jusque-là. Moi, je pense que le mois de janvier va être catastrophique. Vous savez déjà combien de restaurants, d'établissements ont fermé suite au premier confinement? Vous avez des chiffres ou pas? Alors, moi, je pensais qu'on aurait une trentaine 30% des établissements, que ce soit des petits cafés, des bars, des restaurants, et que certains hôtels ne réouvriront pas. Mais je pense qu'avec ce deuxième vague, on va frôler les 40%. Hein. Sur le plan national, je parle. Hein. Parce que sur Paris, ça va être... J'étais justement en rendez-vous tout à l'heure avec... Sur le retail, sur tout le commerce parisien et même national, c'est catastrophique. On s'attend à une vague, un tsunami économique. Moi, je suis très inquiet parce que comment on va s'en sortir? Je compte beaucoup sur le gouvernement, je compte beaucoup sur l'État, parce qu'il y a que notre salut viendra que de là. Merci à vous. Mais il faut qu'ils nous aident, parce que sinon, on va faire de la France. Merci. On va créer la misère de demain. Merci à vous, Marcel Bénézet. Je vous rappelle donc les annonces d'Emmanuel Macron, confinement généralisé à partir de demain minuit jusqu'au 1er décembre, école, collège, lycée ouvert. Tout le reste, c'est comme en mars dernière. Voilà, on rejoue les attestations, les déplacements, pas de déplacement d'une région à l'autre. Conférence de presse demain du Premier ministre Jean Castex pour nous donner tous les détails. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Muriel Hermine. Voilà, écoutons-nous.